Je m'appelle Jean-Benoît Nadeau. C'est moi qui animerai depuis Montréal cette rencontre d'un panel de 5 invités qui sont à Paris, à Dakar, à Lyon et à Bouéa, au Cameroun. C'est enfin officiel. Les francophones auront maintenant leur grand ouvrage du français mondial, le dictionnaire des francophones, pas de la francophonie, mais bien des francophones, surnommé le DDF, qui contient 500 000 termes et expressions. Et surtout, ce sera un ouvrage évolutif et collaboratif, entièrement en ligne, qui reflète le français mondial tel qu'il se pratique partout. Et sur les 5 continents. Et la préparation de cette grande œuvre de dépoussiérage du français a réuni des dizaines de spécialistes sous l'égide principalement, je ne peux pas nommer tous les organismes qui ont été impliqués, mais la Direction générale à la langue française et aux langues de France, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universelle de la francophonie et l'Institut international de la francophonie, 2IF. Pour en parler, nous avons avec nous, nous avons réuni 5 invités, à commencer par Bernard Cerchilini, qui est l'ancien délégué général à la langue française et aux langues de France, également ancien recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, qui est avec nous à titre de président du comité scientifique du DDF. Bonjour, monsieur le professeur. Et à Dakar, nous avons Mona Laroussi, directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Bonjour. Nous avons à Paris Gabrielle Letalec, qui est entre autres présidente du réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction et qui est également au comité scientifique du DDF. À Bouéa, au Cameroun, nous avons Adeline Larissa Simon-Swap, qui est chargée de cours, je crois, en linguistique et en didactique du français à l'Université de Bouéa. J'espère que j'ai correctement cité votre titre, Madame Swap. Bonjour. Et à Lyon, nous avons Noé Gasparini, qui est chef de projet à l'Institut international de la francophonie et maître d'ouvrage du DDF dès le jour 1, en fait. Bonjour à vous également. Donc, avant de donner la parole à nos invités, je vais simplement donner 2 points importants sur le déroulement du webinaire. Tout à l'heure, nous aurons une période de questions et je vous expliquerai le fonctionnement, mais essentiellement, les questions se feront par écrit à travers le système de clavardage. Pour l'instant, je demande à chacun de fermer son micro, si ce n'est pas déjà fait, de s'abstenir de converser en parallèle dans l'espace de clavardage, de conversation, pour éviter la cacophonie. Donc, je vais faire un premier tour de table avant de passer aux échanges. Mais comme nous avons peu de temps et beaucoup d'invités, 5 personnes, je vais devoir limiter les temps de parole à 5 minutes par personne et je serai malheureusement féroce sur ce point. Et je vais commencer en fait avec vous, M. Cerchilini. Jamais on a créé un dictionnaire aussi rapidement et aussi ambitieux. Comment est-ce que ça a été possible? Ça a été possible pour 2 raisons. Nous avons été fidèles à une tradition et nous avons été en rupture. La tradition, chez les francophones, c'est de fabriquer des dictionnaires. Nous savons le faire, nous le faisons depuis le XVIIe siècle. Il y avait déjà beaucoup de choses, des données, une méthodologie. La rupture, et on la doit à la délégation générale langue française, chargée par le président de la République d'un nouveau dictionnaire, qui a su allier 2 révolutions. D'abord, prendre comme objet non plus le français de France, voire le français littéraire, ou même le français de bon usage, mais prendre le français mondial. La première révolution, c'est que depuis le XXe siècle, les parents du français, qui sont les Français et les Belges, sont minoritaires en francophonie. On parle le français dans le monde entier, librement, naturellement, joyeusement, et il fallait rendre compte de cela, prendre un nouvel objet, le français mondial, en tant qu'il est décentré. Mmh. La norme parisienne ne s'impose plus.
Et la seconde révolution, qui a bien comprise la délégation générale en soutenant le projet lyonnais dont notre collègue Gasparini va parler, c'est le numérique. Pour la première fois, un dictionnaire est conçu dans la philosophie du numérique, avec sa méthodologie, sa façon de faire. Car le numérique permet d'accéder à la diversité du français dans le monde et d'en donner l'image. C'est l'hypertexte qui, à mon avis, rend compte le mieux de la diversité du français mondial. Quand on allie francophonie et numérique, on obtient le DDF, qui est le dictionnaire de notre modernité du français mondial. Et donc, il a fallu monter toute une équipe, là, et ça ne s'est pas fait, ça s'est vraiment pas fait en criant ciseaux, tout ça. Là. Non, non, je ne vous ai pas totalement répondu. Bien sûr, il a fallu monter une équipe. Il y avait ce projet à Lyon qui existait déjà, intelligent, dynamique. Eh bien, il a fallu l'entourer. Le président de la République m'a demandé de constituer un conseil scientifique. Je l'ai fait, je l'ai présidé, je l'ai accompagné, car il était formé de personnalités éminentes, dynamiques et chaleureuses. Et nous nous sommes tous mis à travailler. Les responsables de la délégation générale, le conseil scientifique, l'équipe lyonnaise, les entreprises qui ont été engagées. Et je dois dire que j'ai été moi-même étonné de la rapidité. Au fond, on pourrait dire le projet était mûr. Il était mûr, tout le monde était prêt à travailler, tout le monde était prêt à collaborer. Et je rends hommage à tous les responsables de ressources sur Internet. La base de données québécoise, belge, suisse, le Wiktionnaire ont accepté de collaborer. Nous avons fait vite parce que tout le monde a bien voulu collaborer. C'était mûr, c'était consensuel, c'était francophone. C'était prêt, en fait, la base. Ben, en fait, c'était prêt. Il y a eu beaucoup de travail, mais l'esprit était là, l'esprit collaboratif. Est-ce que vous avez rencontré des résistances? Est-ce que vous avez eu à surmonter certaines objections? Franchement pas. OK. Franchement pas. Non, 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 absolument pas. Chacun a contribué au projet avec sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a eu des philologues, des dialectologistes, des gens plutôt intéressés par le bon usage. L'Académie française a travaillé avec nous la main dans la main, par exemple, Mhm. l'Académie des sciences d'outre-mer, qui avait un dictionnaire. Chacun a apporté sa façon de faire. Il a fallu être très respectueux des spécificités, mais chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Comme je le dis, ma plus grande surprise, ce n'est pas seulement la rapidité, mais c'est le côté consensuel. OK. C'était mûr, c'était prêt, nous l'avons fait. Il n'y a pas eu de bagarre. Non, franchement pas. Or, j'ai quelques expériences de la francophonie, monsieur Nadeau. Vous savez que la francophonie, comme l'union de la gauche en France, est un combat. Absolument, absolument. Madame, j'ai une question pour Madame Souap à Bouéa. Comment est-ce que le dictionnaire, comment est-ce que le DDF, comment est-il reçu par les utilisateurs en Afrique, dans la francophonie du Sud? Qu'est-ce que vous percevez à cet égard? Je crois que Mme Swap a un petit problème de transmission. Madame Swap, m'avez-vous entendu? Alors, je vais passer. Ah ben, je suis désolée. Voilà, OK, pardon, madame. Écoutez, c'est les, le les propre aléas de des la technique, mais je suis technologies. désolée. C'est un Écoutez, problème de donc, avez-vous, est-ce que micro. donc, Madame Swap, je vous demandais comment est-ce que le DDF est reçu par les utilisateurs francophones dans la francophonie du Sud, par exemple, chez vous au Cameroun? Je dis donc que c'est une réception plutôt enthousiaste chez les utilisateurs parce que là, on a finalement un outil véritablement de reconnaissance officielle, n'est-ce pas, des enrichissements abondamment, qui a été déjà abondamment décrits. Mais du point de vue des utilisateurs, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que là, on se retrouve, je veux dire que tout le monde est participant de ce dictionnaire et que finalement, les utilisateurs qui se sentaient à l'étroit avec l'aspect normatif du français et surtout maintenant même par la surveillance des uns et des autres dans la collectivité, hein, autant en influençant par là leur représentation sur la langue française, je veux dire que
véritablement, c'est un accueil enthousiaste et encore plus qu'enthousiaste chez les enseignants parce que pendant très longtemps, ces derniers, bien qu'étant sensibles à ce qui se passe généralement dans la communauté, étaient très souvent en porte-à-faux avec la langue française parce que pratiquant régulièrement justement le français de la communauté, ils n'avaient véritablement pas le... Bon, c'était un peu toujours, c'était très, très souvent coincé dans la salle de classe. Donc là, je pense qu'on a véritablement un outil de légitimation des variétés et surtout d'affirmation de propriété de la langue française pour les utilisateurs du Sud, copropriété des utilisateurs du Sud. Donc, nous sommes vraiment heureux que ce dictionnaire ait vu le jour. Donc, il y a un sentiment d'appropriation et d'accueil, finalement, de tout le monde. Et de légitimation. Légitimation, le mot est important. Très bien. Et de légitimation. Et je pense que d'ailleurs, c'est un outil de motivation, c'est un outil supplémentaire de motivation pour l'apprentissage du français parce qu'il y avait beaucoup de défections, beaucoup d'abandon. Mais je crois que c'est un outil supplémentaire à partir du moment où les apprenants vont se sentir partie prenante de la construction du français. Et là, pour une fois, on reconnaît que le français leur appartient. Donc là, je pense que c'est quelque chose de très positif. Donc, et ça va donc encourager, vous croyez, les élèves à s'accrocher plus longtemps, à se voir finalement à se voir dedans. Par exemple, je suis allée sur le dictionnaire, je suis allée sur l'application et j'ai regardé ce qui a été fait parce que moi, j'interviens là sur le bord réception. Les autres panélistes, ils ont participé à la confection. Bon, j'interviendrai dans le comité de lecture et là, je suis allée pour voir ce qu'il y avait. Et donc, quand on voit les questions courantes, par exemple, comme cadoter au Cameroun, on va les retrouver avec tous les sens, c'est-à-dire cadoter, faire un cadeau à quelqu'un. Et on voit que ça se retrouve pas seulement au Cameroun et que c'est dans d'autres pays de la francophonie aussi. Donc, ça donne quand même ce sentiment d'appartenir à une vaste communauté. Maintenant, il leur est donné aussi la possibilité d'y contribuer. Je pense que ça, c'est aussi un aspect très important. Parce que, par exemple, pour l'expression, le mot tontine, j'ai pu regarder et j'ai vu différentes définitions venant de la francophonie. Et maintenant, le verbe tontiner, qui dérive de la tontine, il y a une définition qui veut dire munir d'une tontine. Se munir d'une tontine. Mais ça, c'est une définition, par exemple, qui n'existe pas au Cameroun. Et par contre, la définition camerounaise de tontine n'est pas encore dans le DD. Donc, du coup, je pense que là, il y a une opportunité de contribuer et de dire que tontiner, en fait, c'est de participer à une tontine. Donc, d'être dans cette association où on ensemble des sous et puis on va donner à une personne. Je me suis amusé hier, Mme Swap, à modifier la définition de COVID qui était masculin et que j'ai vu au féminin hier. Est-ce que vous-même vous êtes amusé avez commencé à introduire tontiner au sens camerounais du terme? Non, puisque je disais que je participe au comité de relecture, donc je me suis amusée juste à regarder et à voir les possibilités pour l'instant. Donc, ça, je me promets de le faire très rapidement. Merci. Et maintenant, Madame Le Tallec, on n'a jamais vu autant de mots, 500 000 mots, termes et expressions, dans un contexte complètement ouvert. Quel effet est-ce que ça aura sur la recherche et l'enseignement? Eh bien, justement, c'est ça la clé de ce projet. Et c'est la raison pour laquelle je vais tout à fait aussi dans le sens d'Adeline Swap et de Bernard Safighini lorsqu'il disait que le dictionnaire s'est mis en place et a été prêt vraiment très rapidement parce que justement, je crois qu'il y avait une demande et que ce dictionnaire répondait à une demande pour les deux aspects que vous venez d'évoquer, à la fois la recherche, parce que moi, je peux aller vraiment confirmer le bel enthousiasme et la motivation des collègues africains que j'ai contactés, que j'ai rencontrés. Et ils sont prêts à travailler, une très belle motivation à la fois pour se pencher sur cet objet d'un point de vue scientifique,
comprendre comment il fonctionne, vu que c'est un nouvel objet. Donc ça, c'est aussi une dimension très importante. Il faut vraiment l'apprivoiser, il faut comprendre comment il fonctionne. Et ça, déjà, c'est un enjeu important pour nous, les chercheurs, pour les enseignants, pour tout le monde. Ensuite, essayer de l'alimenter, de l'enrichir avec les spécificités de chaque pays, et ensuite d'en faire un véritable outil de travail pour l'enseignement. C'est vraiment les deux aspects, en tout cas, on peut dire même les trois aspects: une connaissance du numérique, une appropriation de l'outil numérique, un travail d'enrichissement aussi en tant que chercheur. Donc, c'est pour ça qu'on travaille entre lexicologues, et aussi réfléchir à faire en sorte que cet outil soit plaisant, soit pratique, devienne véritablement ce qu'on appelait dans le temps sur les dictionnaires un usuel, mais un usuel numérique. Et convivial. Et convivial. Quels sont les exemples de recherche qui dans votre esprit, deviendront possibles justement avec le DDF? Alors, d'un point de vue de la recherche, le travail sur ce dictionnaire peut donner lieu au sein des équipes qui se sont constituées. Alors, par exemple, je prends l'exemple de l'Algérie, mais je pourrais aussi prendre l'exemple du Sénégal, puisque, par exemple, pour un pays comme le Sénégal, Mona Laroussi pourra aussi en parler. L'idée, ça a été de structurer dans le pays, essayer de trouver différentes structures, que ce soit à Dakar, bien sûr, mais aussi à Saint-Louis et à Ziguinchor, des collègues qui vont être de différentes zones géographiques du Sénégal, les amener, en tout cas, leur proposer de se rencontrer, de réfléchir à cet outil et essayer justement de se mettre d'accord sur des paramètres, sur les spécificités du français du Sénégal. Et ça commence, par exemple, pour répondre très concrètement à votre question, à faire un point sur la question. Il y a une très grosse bibliographie, alors pour certains pays plus que pour d'autres, mais déjà faire une sorte de radiographie sur l'existant. Quand on parle aujourd'hui du français du Sénégal, qu'est-ce qu'on a en fait? De quoi on dispose du point de vue des ressources? Quelles sont les expressions? Quel est le lexique qui est encore aujourd'hui utilisé dans cette spécificité du français du Sénégal? Et quelles sont les nouvelles expressions? Par exemple, dans le langage jeune, nous avons un des membres du comité de lecture sénégalais qui est spécialiste en fait du rap. Donc, aujourd'hui, comment on peut alimenter ce dictionnaire aussi avec de nouvelles expressions? On en a des vieilles, on va dire, mais ce n'est pas qu'elles ne nous intéressent pas, les vieilles expressions, mais en fait, ce qu'on voudrait, c'est renouveler justement et aller aujourd'hui à la rencontre justement de ces nouveaux corpus. Voilà, le rap au Sénégal en est un exemple. Mais ça peut donner lieu justement à des recherches terrain, où on peut aussi mettre des doctorants, des étudiants de master sur le travail, aller sur le terrain pour trouver de nouvelles expressions, pour être vraiment aujourd'hui dans l'actualité la plus brûlante de ce français d'Afrique, quel que soit le pays d'ailleurs. Voilà, parce que là, en fait, ça va être une des beautés du DDF, ça va être de nous donner le français tel qu'il est pratiquement dans l'immédiat. C'est très nouveau, ça. Instantané, oui. On peut prendre l'exemple du Nouchi aussi en Côte d'Ivoire, par exemple, dans les chansons. Madame Laroussi, justement, qu'est-ce que va représenter le DDF pour le français? Je pense que d'après vous, ça aura un effet transformateur. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Oh, Madame Laroussi, on ne vous entend pas. Je crois que votre micro n'est pas allumé. Ça va devenir la règle. Activez vos micros. Bonjour. Bonjour. Donc, merci d'être là. Donc, merci à vous tous et tous. J'ai eu de la chance d'être impliquée dès le départ dans ce beau projet. Je remercie le professeur Serkiklinis de m'avoir donné cette occasion d'être au conseil scientifique. Donc, j'ai vu, moi, les petites briques s'agencer l'une après l'autre et c'est vraiment avec un grand enthousiasme que j'ai installé l'application sur mon téléphone et c'est devenu aussi peut-être pas le livre de chevet, mais un jeu de chevet pour voir un peu comment on est. Pour moi, le dictionnaire, le DDF, c'est plus qu'un dictionnaire, hein, c'est un fédérateur des langues de la francophonie, des langues parlées, écoutées ailleurs qu'en France, et puis c'est des langues parlées par des vieux, je ne parle pas des vieilles parce que les femmes sont toujours jeunes, et puis c'est les langues de travers les raps.
J'ai retrouvé un peu comme tous les autres collègues des mots de mon dialecte tunisien parce qu'il y a un dialecte tunisien, donc je retrouve le mot fissa, le mot kif-kif et je suis vraiment fière et heureuse de retrouver ces mots dans ce dictionnaire. Après, moi, comme une informaticienne qui se respecte aussi, bien que je suis dans les technologies éducatives, je trouve que je suis convaincue, hein, pas je trouve, je suis convaincue que le DDF deviendra le standard de facto. C'est une réponse à un brassage culturel francophone et à l'enrichissement mutuel ainsi qu'à la mondialisation et l'évolution technologique. En fait, les mots-clés, ce qui représente notre environnement aujourd'hui. Et puis, je suis convaincue que les mots de notre dictionnaire, peut-être je suis très optimiste, rêveuse, seront un jour ou l'autre adoptés par l'Académie française parce que le vocabulaire qu'il contient, c'est celui des francophones et qui ont eu le français comme langue pour partager leur culture d'enseignement, leur expertise et leur vie. Donc aujourd'hui, les francophones sont venus apporter un butin de guerre, comme le dit si bien Ikate Biassine, aux Français, en l'enrichissement à leur tour par des nouveaux mots issus de leur culture et de leur vie. En étant au Sénégal et étant tunisienne aussi et habitant au Sénégal, la rue sénégalaise m'a appris d'autres mots que je ne soupçonnais pas du tout. En arrivant au Sénégal, j'ai appris le mot durée. J'ai duré. Moi, je ne le disais pas du tout avant. Je ne savais même pas que c'était du français. Je rigolais. J'ai duré. Et puis, la première fois que j'étais aussi ici au bureau, j'ai posé la question, il est où, monsieur tel? Ils m'ont dit, il est descendu. J'ai dit, comment il est descendu? Il est au rez-de-chaussée. Comment il fait pour descendre? C'est descendu, c'est vraiment rentrer chez soi après le travail. Donc, du coup, pour retrouver toute cette richesse, pour moi, c'était inouï de le retrouver dans mon petit dictionnaire de main. Enfin, là. Et donc, du coup, je suis ravie de le voir et je suis très contente. Et puis, longue vie à ce petit dictionnaire partout, pour nous toutes et tous. Merci. Donc, c'était effectivement un dictionnaire qui est en ligne, accessible à l'ordinateur, pour lequel il y aura toutes sortes d'applis. Noé Gasparini, comment est-ce que le dictionnaire des francophones va changer l'art du dictionnaire? En fait, je vais reprendre un peu le parcours qui nous a amené à le créer. Moi, à l'origine, j'ai une formation de linguiste, donc j'ai amené des connaissances en linguistique dans le projet. Mais un dictionnaire, c'est habituellement fait par des personnes qui font de la lexicographie et de la dictionnérique. Et sous ces termes-là, on cache le fait de comprendre l'organisation des sens des mots et ensuite de les décrire et de les présenter. Et pour ça, en fait, ces disciplines-là, on les a mobilisées dans la création du dictionnaire des francophones, mais on les a croisées avec de nouvelles disciplines et ce qui se fait de nouveau ailleurs, en fait, notamment pour la lexicographie, donc comment on traite l'information. On a croisé ça avec l'ingénierie de la connaissance et avec tous les travaux en cours en web sémantique qui sont sur comment organiser cette information-là. D'habitude, ils travaillent plutôt sur des concepts et là, nous, on a appliqué ça sur des mots. Donc là, on s'est servi de la lexicographie, mais en croisant des approches un peu. Et puis pour la partie dictionnérique qui est de présenter l'information, d'habitude, c'est pour du papier, donc on organise des colonnes, des en-têtes, du gras, des majuscules. Pour nous, c'était plutôt des approches en conception d'interface utilisateur, ce qui se fait en informatique et qui implique des tests de l'interface auprès de son public pour voir comment les gens conçoivent la position des boutons, les couleurs, des choses qui sont nouvelles dans la conception même du dictionnaire. Et c'est en croisant ces différentes approches qu'on a conçu ce nouveau dictionnaire des francophones. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un nouvel art du dictionnaire qui s'est appuyé sur ces fondations, qui a fait appel à des choses déjà produites par d'autres, pensées par beaucoup de monde, mais aussi avec des nouvelles approches, des nouvelles théories, des nouvelles façons de travailler. Parce que les dictionnaires, historiquement, c'était de la collecte d'abord, on ramassait des mots, puis ensuite on essayait de les transformer, d'avoir une approche scientifique. Et là, nous, on est dans des approches plus participatives aussi, qui impliquent le public. Et ça, c'est aussi une approche nouvelle en science, ce qu'on appelle la science participative ou la science collaborative. C'est aussi des démarches nouvelles qu'on a essayé d'appliquer sur cet objet technologique. Et on essaye d'avoir un projet qui va impliquer un large réseau et ensuite être à destination du grand public. Donc, ça implique aussi d'autres approches que le dictionnaire qui est un produit qui est livré. Nous, on ne le livre pas, on l'ouvre et une fois qu'il est ouvert, il faut qu'on puisse accueillir les gens qui vont s'en servir, prendre en compte leur retour, mais aussi les nouvelles informations qu'ils vont amener.
Et ça amène à penser les interfaces de manière très différente de seulement présenter l'information, puisqu'ils font qu'on la rende compréhensible et qu'on permette la découvrabilité de l'information, pour utiliser un terme proposé au Québec récemment et qui est très juste en ce qui nous concerne. Comment rendre accessibles ces nouvelles informations et comment entraîner les gens à les partager, à partager leurs connaissances et à enrichir ce nouvel objet. Il y a d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu de la documentation, il va y avoir des nouvelles fonctions qui vont s'ajouter là, dans les semaines à venir. Là. Vous continuez de travailler, de l'amender là, au niveau Oui, des parce que là, on a effectivement fait un lancement pour commencer à le diffuser. Moi, je suis très heureux parce que l'interface commence à fonctionner, mais elle est encore très minimaliste et on continue à la développer, Mhm. notamment sur le formulaire de contribution, qui est la partie qui est presque prête, mais il faut qu'elle soit encore intégrée dans l'outil. Et puis, notre gros chantier à venir, c'est d'intégrer la prononciation audio pour permettre aux gens d'entendre la prononciation des mots, d'entendre les accents de la francophonie et de pouvoir entendre comment les mêmes mots se prononcent de manière différente partout dans la francophonie. Là, on est encore dessus, donc ça sera une version future du dictionnaire des francophones, mais c'est un projet qui va évoluer dans son outillage technologique autant que dans son contenu. Très bien. Monsieur Socchilini, on est dans un nouvel environnement où le régime des pairs succède au régime des experts. Comment se passe la négociation dans un contexte de changement de culture comme ça, de philosophie? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent un truc collaboratif, ça peut donner du n'importe quoi? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien sûr, monsieur Nadeau, on nous l'a dit, on nous l'a dit. Car Mhm, traditionnellement, un dictionnaire est fait par un ou plusieurs experts, quelle que soit mhm, l'expertise. Au XVIIe siècle, l'expertise était mondaine. mhm, L'Académie française choisissait le bon usage de par sa fréquentation des beaux esprits et des belles dames. Ensuite, le dictionnariste était l'expert littré, tout seul, faisant des milliers de fiches pour écrire son dictionnaire. mhm, Ensuite, il y a eu l'expertise scientifique. Le trésor de la langue française a été fait par des linguistes à partir d'un corpus analysé de façon exhaustive et moderne. Mais on reste dans l'expertise. mhm. Nouvelle révolution, nous jouons la carte de la parité, c'est-à-dire côté participatif. Tout le monde, on l'a dit, peut rentrer des nouveaux mots, des nouveaux sens. Moi-même, je l'ai fait dès le premier jour pour voir. Mhm, Alors, bien sûr, nous jouons une toute autre carte, la mhm. carte de la liberté, de l'appropriation, pour reprendre le terme, de la participation, de la profusion et de l'excès. Il nous faut des mots. Nous en avons 500 000, nous voulons en avoir 1 million. Et Ah oui, donc, nous allons vous êtes vraiment ferme. Il faut 1 million. oui, oui, parce que le chiffre est symbolique, nous sommes tous d'accord autour de cette table virtuelle. Ça serait bien d'avoir 1 million de mots. Eh bien, il faut les cueillir et demander à chacun de participer à la cueillette. Mais les fabricants de dictionnaires, les experts vont nous dire qu'allez-vous faire? Eh bien, je crois que c'est le rôle du conseil scientifique. Dans sa sagesse, le président de la République a souhaité un conseil scientifique pour aider la brillante équipe dirigée par Noé Gasparini, pour la suivre, pour la conseiller, mais aussi pour être l'interface, pour être l'image de l'expertise. Et en particulier, le conseil scientifique, Gabriel Otalek qui a fait allusion, et Adaline aussi, pour lancer, nous sommes en train de le faire, un comité de relecture. Il est évident que l'esprit wiki qui anime le DDF n'est pas sans un contrôle tout de suite en temps réel que va faire le laboratoire de Noé Gasparini pour éviter des dérives odieuses, bien Mhm, sûr, mais aussi un contrôle scientifique, contrôle, un examen scientifique pour aider à mettre un petit peu d'ordre dans les articles, à reformuler les définitions, à redonner une allure lexicographique à tout cela, ce qui permet aux linguistes d'aider, mais aussi de récolter. Tout le monde va y gagner parce que les linguistes en particulier vont avoir tous ces mots, vous l'avez dit, c'est un dictionnaire du français actuel, en, en ligne. Il y a des mots de Nouchi, il y a des mots au Cameroun, des mots en Tunisie qui sortent tous les jours. Nous voulons les avoir, nous allons les récupérer. Et donc, la parité va permettre de jouer la carte de la diversité et de la richesse. Et puis, nous avons
tout de même, nous gardons l'expertise, mais nouvelle, successive, dialectique, pour que le dictionnaire des francophones reste, au fond, un dictionnaire. Adeline Swap, est-ce que vous voyez que les élèves, les étudiants vont embarquer? Est-ce que vous voyez qu'ils vont, dans le cadre des classes, commencer à contribuer à amender ce dictionnaire-là? Voyez-vous ça venir? Oui, effectivement. Je pense que l'aspect le plus important et qui motive dans ce dictionnaire, c'est l'aspect collaboratif, effectivement. Donc, cet aspect démocratique, collaboratif, qui permet à tout le monde d'y participer. Et là, je pense que sur le plan des représentations, il y a une forte remise en question de l'outil dictionnaire, effectivement, comme étant la pièce centrale d'une norme exclusive. Qui était un peu comme qui apparaissait de manière écrasante. Donc là, je crois que effectivement, les utilisateurs de ce côté de la francophonie vont beaucoup participer afin de donner du moins leur création qui est pour le moins abondante. Donc là, ils voient une acceptation de diverses normes et ça permet aussi, donc du coup, dans les salles de classe, un certain relâchement. Donc un relâchement et une plus grande facilité, comme je le disais tout à l'heure. Surtout que là, maintenant, il y a une mise en valeur de la diversité et donc un meilleur traitement finalement de la diversité de la polycentration du français. Voilà. Donc, à partir du moment où le français n'est plus uniquement centré à Paris, où ce n'est pas la norme parisienne qui s'applique, donc du coup, tout le monde va s'y retrouver et c'est gagnant-gagnant, comme le disait le professeur Sekilini tout à l'heure. Donc, je pense que c'est très intéressant l'aspect interactif, l'aspect collaboratif, à la fois interactif entre les utilisateurs et les chercheurs et finalement entre les centres, puisqu'il n'y a plus de périphérie maintenant, entre tous les centres. C'est ça, exactement. Mais ça va beaucoup contribuer aussi à faire disparaître ce grand mal de la culture francophone qui est l'insécurité linguistique des francophones de la périphérie, justement. Tout à fait, parce qu'il y avait encore un grand sentiment d'insécurité linguistique à cause justement de ce décalage entre ce qui doit être dit et ce que l'on dit normalement, ce qui est perçu comme correct, ce qui se dit normalement en dehors de toute surveillance normative, donc dans la vie de tous les jours. Du coup, une fois que tout le monde est réconcilié avec ça, je pense qu'on pourrait avoir maintenant une meilleure influence ou alors une inflexion des représentations et une meilleure assurance et un meilleur rendement dans l'apprentissage du français et même dans l'utilisation et la posture francophone, tout simplement. Donc, se sentir effectivement propriétaire et légitime locuteur de la langue française. Est-ce que, Mme Le Tallec, est-ce qu'on va arriver avec un dictionnaire des francophones avec une nouvelle définition de la langue, de notre langue? Une nouvelle définition, excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de votre phrase. Est-ce que le dictionnaire des francophones va amener le français à évoluer au point où on aura une nouvelle définition ou est-ce que ça va changer la langue ou ça simplement la représenter différemment? Comme vous le dites, c'est une question de représentation. Alors, changer la langue, plutôt que changer la langue, je dirais l'enrichir. OK. L'agrandir. De toutes ces données qui, justement, jusqu'ici sont restées inexploitées. L'agrandir, puisque tout à l'heure, Bernard Saccheglini a bien dit qu'on voulait le million. C'est ça, c'est ça, en fait. La langue, en fait, c'est aussi une question de quantité. On va dire, il y a un travail qualitatif à faire sur ce dictionnaire pour qu'il soit à la fois participatif et en même temps qu'il reste une affaire de lexicologue. Voilà, la caution scientifique, ce n'est pas simplement une caution, c'est aussi un gage de qualité pour l'enseignement du français dans le monde. Donc, il y a une question, on va dire ici un enjeu de qualité, bien sûr, mais il y a aussi un enjeu de quantité. On veut de la quantité. Donc oui, changer la langue, on peut considérer que c'est un changement si on l'enrichit,
si on l'agrandit. Oui, elle va s'agrandir. Le berceau, on va dire, on va dire, va s'agrandir, va s'enrichir de tous ces pays, comme le disait Mona Larossi tout à l'heure, de toutes ces expressions, de tout ce brassage. Oui, c'est ça. On peut dire, on va changer la langue. Oui, il est temps, c'est bien. Il y aura certainement des débats sur certains termes, sur certaines définitions. Qu'est-ce qui va trancher, là? Est-ce que ce sera ultimement le vote des participants à la discussion sur un mot ou ce sera le comité de lecture? Sur Wikipédia, par exemple, le dernier mot va souvent aux contributeurs majeurs plutôt qu'à la majorité. Comment entrevoyez-vous que ça va procéder à ce niveau-là? Alors, moi, je peux vous répondre dans la façon dont je perçois les choses. Après, vous pouvez demander à Bernard Saccheghini de compléter. On dispose, on va dire là, de deux comités. Hein, le comité scientifique qui est cardinal, hein, qui a été fondé dès le début de l'aventure, on va dire, hein, qui est donc présidé par Bernard Saccheghini. Et donc, évidemment, le comité scientifique va jouer un rôle évidemment de contrôle, mais aussi pas que du contrôle, hein, un rôle de conseil. Hein. En tout cas, c'est vraiment le conseil scientifique se réunit extrêmement régulièrement. Il est composé d'experts du Nord, d'experts du Sud, d'experts de toute la francophonie. Donc déjà, ça, c'est une garantie sur la qualité des débats, sur les choix qui peuvent être faits. Et puis, créé plus récemment et en font partie un certain nombre de membres déjà du comité scientifique, un comité de relecture qui compte aujourd'hui 34 personnes issues de 18 pays. Okay. Voilà, 18 pays essentiellement du Sud. Donc, ça va de l'Algérie au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Rwanda, au Burundi. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais eh bien là, c'est là que nous avons, on va dire, certainement un espace de travail, de dialogue, certainement pays par pays, pour que les collègues s'entendent déjà sur, comme on le disait tout à l'heure, le français du Burundi, le français du Sénégal, pour essayer de créer une dynamique, on va dire, de réflexion et qui amèneront après à faire des choix, effectivement. Mais ce seront des choix de qualité, mais ça sera le fruit d'une entente. C'est la raison pour laquelle ce dictionnaire est l'occasion de fédérer justement des lexicologues pays par pays pour justement faire de cet outil entre eux un outil d'échange, de travail et aussi de dialogue entre pays africains, puisque ça, c'est quelque chose aussi qui manque à chaque fois, à savoir que les pays puissent justement dans des rencontres de séminaires dialoguer entre eux, justement. Ça, c'est intéressant. C'est un gage de qualité entre lexicologues. Bernard Saccheghini, je reviens vers vous. Est-ce que le vote démocratique sera un facteur important dans le choix, les choix qui seront faits? Ma collègue Le Tallec vous a répondu brillamment, donc admirablement, et j'adhère à tout ce qu'elle a dit. En poursuivant un tout petit peu, je dirais, va se poser la question de la norme. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura bien un moment où il faudra décentrer totalement le français, comme a dit notre collègue du Cameroun, et accepter plusieurs normes. Et donc, il y a un aspect numérique qui va se poser. Ceux qui disent 72 vont devoir admettre ceux qui disent 72. Ceux qui disent 72 ont même dignité, même historique, peut-être même plus de poids. Et donc, à terme, il faudra que notre dictionnaire, donne une double norme. On va descendre le français. Il n'y a plus, tout à l'heure, vous avez parlé de la francophonie périphérique. Il n'y a plus de francophonie périphérique. Non, exactement. Non, mais je ne sais pas vous critiquer, mais traditionnellement, on dit cela. Mais il y a des francophonies et des normes. Simplement, et la question reste encore à poser, jusqu'où nous pourrons avoir une variété de normes? Car nous avons une langue en partage. Il faut bien la partager, se comprendre. Et donc, ce qui va être passionnant, et Gabriel Le Tallec l'a dit, c'est qu'on va travailler là-dessus, sur unité et diversité. Qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui nous diversifie? C'est ça la francophonie. Et dans la langue, on a la même chose. Et le curseur va bouger, et il va bouger peut-être aussi pour des raisons numériques et de vote. Donc, je suis assez pour qu'on dise qu'on va voter la norme. Entre nous, je vous fais une confidence, puisque personne ne nous écoute. L'Académie française, elle vote aussi. L'Académie vote pour l'entrée des mots. Et certains mots sont rentrés à une voix près. Je ne peux pas vous dire lesquels, c'est secret, mais si l'Académie vote,
nous pouvons voter nous aussi. Je reviens vers vous, Mona Laroussi, parce que M. Cerchilini vient d'ouvrir une porte intéressante dans laquelle je m'engouffre. Est-ce que, dans un contexte où le dictionnaire des francophones se veut pan-francophone, est-ce qu'en même temps, ce travail-là qui est fait, qui va donner des voix qu'on n'entendait pas, va accélérer en même temps le développement de dictionnaires nationaux, de normes nationales dans chacun des pays francophones? Est-ce que j'ai cette intuition-là, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez arriver? Certainement, certainement, il va susciter des dictionnaires dans chaque pays. Certainement, ça va être aussi l'occasion d'ouvrir la voie vers la numérisation des dictionnaires, parce que et avoir des dictionnaires à portée de main. Moi, je trouve que le dictionnaire répond parfaitement à un besoin que les jeunes ont, c'est l'immédiateté. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas envie de parcourir des pages comme ça pour voir les mots et pour voir les dictionnaires. Les jeunes veulent taper les mots et retrouver tout de suite la définition et même avant là tout de suite. Donc le dictionnaire répond vraiment à ce besoin-là et je pense que c'est aussi un élément très important pour aussi avoir des dictionnaires dans chaque pays. Donc sur cette, pas la norme, mais sur cette modalité de fonctionnement. C'est aussi l'occasion d'être fier d'avoir des mots qui sont issus de la langue nationale et qui sont dans le dictionnaire national, mais également dans un dictionnaire francophone. Et c'est ce que je disais l'autre jour, je parlais avec Gabriel, je disais, si on prend ce dictionnaire et on l'utilise dans une salle de classe avec les enseignants, il y aura certainement des mots qui vont venir de la salle de classe pour enrichir le dictionnaire. Parce que les linguistes, ils sont vigilants, ils sont très bien, ils font leur travail excellemment, mais il y a aussi des mots qui viennent du terrain et qu'on peut récupérer dans les salles de classe à travers les enseignants et les élèves. Et ce fait-là d'exploiter ce dictionnaire ou un autre dictionnaire dans une salle de classe par l'enseignant va démystifier cette dictionnaire de gros papiers où on allait très difficilement voir les mots, faire un dictionnaire à disposition de tout le monde pour qu'ils s'enrichissent mutuellement dans les deux sens. Je consulte le mot, mais si je trouve un mot de chez moi qui peut correspondre à la définition que je vous donnez, je peux vous le dire. Et puis aussi peut-être des mots que la maman... Moi, j'aime bien aussi l'éducation des filles et des mères qui sont derrière et que pourront leur rendre hommage. Ces mères-là, généralement, c'est elles qui sont génératrices de mots, surtout pour les bébés au début et les enfants à l'âge scolaire. Et c'est aussi peut-être une manière de rendre hommage à ces mamans-là pour revaloriser les mots qu'ils sont en train de nous bercer tous les jours. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est une occasion pour ce dictionnaire de susciter d'autres intérêts dans les pays. Et vous l'avez bien dit. Moi, je pense que c'est oui pour répondre à votre question. Noé Gasparini, je peux me permettre une parenthèse avant de vous poser ma question pour dire aux auditeurs que dans quelques minutes, on va ouvrir les questions au public. Donc, vous pouvez commencer à formuler vos questions sur l'interface de conversation sur Zoom ou sur Facebook. On a des gens qui survolent l'espace en ce moment et qui vont me référer les questions que je présenterai oralement. Noé Gasparini, vous avez écriviez que la langue française est la première langue à disposer, grâce au DDF, d'une base de données lexicographique, une base de données lexicographique ouverte, liée, qui ouvre un nouveau pan du Web 3.0, le Web sémantique. Qu'est-ce que ça va permettre, cette nouvelle modélisation des connaissances? Qu'est-ce que ça va permettre? En fait, on a beaucoup parlé du dictionnaire des francophones par rapport à la langue, et là, c'est un positionnement par rapport à la technologie, à ce qu'est l'informatique et ce qu'est Internet. Au départ d'Internet, ce qu'on a appelé le Web 1.0 après coup, c'est des pages de contenu. Le Web 2.0, c'est la possibilité d'interaction avec le contenu. Le Web 3.0, c'est ce qu'on appelle le Web sémantique ou Web de données. C'est de séparer chaque information dans des cases isolées et puis de les relier avec un graphe de connaissances qui indique la nature de chacune de ces informations. Et ensuite, à l'affichage, on choisit la manière dont on peut présenter ces données.
Mhm. Et là, avec le dictionnaire des francophones, on prend le meilleur du Web 2.0, la partie participative, ce dont on a parlé sur le comité de relecture. On s'inspire beaucoup de ce qui est existant, donc sur Wikipédia, sur le Wiktionnaire, sur Wikidata, qui est une base de données un peu du format de celle qu'on prend, donc il y a des choses aussi qu'on a appris là. Et puis Urban Dictionary, qui est un dictionnaire d'anglais, mais qui est aussi un dictionnaire participatif. Donc on s'est inspiré, on a fait un audit de toutes ces parties-là du Web 2.0 pour l'interface. Et puis la partie Web 3.0, donc la partie données, c'est donc une modélisation de l'information pour la description de ces informations, et ça permet, en les séparant bien, de pouvoir les réafficher dans un ordre qu'on va adapter en fonction du besoin du lectorat, et notamment sur le critère géographique, puisque dans le dictionnaire des francophones, si on se situe dans un pays, on aura les définitions propres à ce pays ou cette région qui apparaîtront en premier dans l'ordre de présentation des définitions, et ensuite du plus près au plus loin. Donc on va ainsi voyager vers des usages qu'on partagera avec des voisins, puis ensuite d'autres usages qui seront proches des nôtres, mais distincts. Et comme le disait Bernard Sacchellini tout à l'heure, la validation par les pairs va aussi affecter cet ordre de tri des définitions pour faire remonter celles qui sont le plus susceptibles de correspondre au sens recherché. Donc ça va être l'interface du dictionnaire francophone, mais en fait, ces données-là, elles pourront aussi sortir et être utilisées par d'autres sites internet ou d'autres applications ailleurs. Vous parliez des dictionnaires dédiés à des régions ou à des pays, et en fait, ils pourront être produits en prenant comme terreau certaines des données, celles que les personnes voudront utiliser, qui proviendront du dictionnaire des francophones. Donc c'est la première langue à disposer d'une telle base pour le français. Il y a déjà des projets internationaux qui construisent des bases de ce type-là, mais pas d'une telle ampleur, pas avec autant de mots et aussi riches. Là, on a quand même 400 000 mots, 600 000 définitions et plus de 2,4 millions si on prend les formes fléchies des mots, donc c'est colossal. Et ça peut être réutilisé pour des usages pédagogiques ou pour des usages ludiques, pour la création de jeux, pour pas mal d'applications différentes en fait. Et comme tout est publié sous un code logiciel qui est libre et les données sont librement accessibles, tout le monde sans avoir à payer pourra avoir accès à ça. C'est-à-dire que le dictionnaire des francophones, les personnes qui participent à le promouvoir ne le vendent pas. C'est un service public qui est offert et qui pourra servir pour irriguer la connaissance et la production de dictionnaires, susciter la création d'autres objets sur la langue, parce que le dictionnaire est un outil pédagogique, mais ce n'est pas tout l'outillage pédagogique qu'on connaît. Donc, on espère que ça va se disséminer ensuite partout et que vont germer d'autres projets s'appuyant là-dessus qui pourront être compétitifs à terme, hein, parce qu'ils pourront produire d'autres connaissances qui seront différentes et plus adaptées à un type de lectorat. Par exemple, un lectorat jeune, on pourra avoir un dictionnaire dédié aux 10-15 ans qui sera plus adapté pour ce public-là, avec des exemples d'usage plus adaptés que ce que va être le dictionnaire des francophones, puisqu'ils vont trier et faire un choix éditorial différent. Et ça, on pourra le voir exister à l'avenir en s'appuyant sur ces données-là qui seront diffusées librement. En attendant les questions qui viennent, qu'est-ce que vous attendez qui sera. Parce que la façon dont je vois le corpus qui se monte, vous allez avoir un potentiel aussi pour des chercheurs qui va être complètement délirant. Là. Il y a tout un pan de la connaissance, tout un niveau de superstition autour de la langue française qui va disparaître parce qu'on va avoir des données qu'on n'avait pas. Qu'est-ce que vous voyez apparaître là, comme recherche? Un des aspects que je trouve vraiment intéressant, c'est que l'enseignement qui est fait du français, c'est l'enseignement du français standard, mais qu'on ne sait pas ce que c'est le français standard. Et on espère qu'à travers le dictionnaire des francophones, on saura ce qu'est le français commun, c'est-à-dire les termes qui sont réellement partagés et par qui ils sont partagés. Et on va comme ça trouver des termes qui sont partagés entre énormément de régions et de pays qui n'englobent pas la France et donc ne sont pas considérés comme du français standard, mais qui pourtant sont communs à une grande portion des francophones. Et donc ce français-là, ces formes de français, on va peut-être réussir à mieux les cerner par les informations d'usage qu'on va pouvoir collecter dans le dictionnaire des francophones, en comparant ce qui était dit tout à l'heure, hein, se rendre compte que des descriptions de français d'une région très précise, en fait, étaient partagées par les régions d'à côté, mais que ça demandait tellement de recherche qu'on n'avait pas pu savoir ça jusque-là. Donc là, j'espère qu'on aura plus d'informations comme ça sur ce qui est commun.
Et puis, on pourra aussi faire de la recherche sur ce que les gens recherchent dans un dictionnaire et pouvoir mieux leur répondre, et sur ce que les gens veulent y amener. Parce qu'on va se rendre compte de termes qui manquent et que les francophones ont envie de créer. Et peut-être que les francophones se rendront compte qu'ils existent dans d'autres régions de la francophonie, comme le mot pour désigner quelqu'un qui fête son anniversaire. On n'a pas de mot en France pour désigner la personne dont c'est l'anniversaire. En Belgique, ils utilisent le terme jubilaire, ce qui est utilisé aussi un peu au Luxembourg, en Suisse. Au C'est un Québec très beau également. terme, ça Oui. remplit un manque lexical, c'est super, et profitons-en. On peut aussi inventer d'autres termes si on le souhaite, mais le fait de découvrir ces richesses-là dans les autres mots peuvent entraîner de nouveaux usages, et la dissémination de ces nouveaux mots qui existaient dans d'autres régions de la francophonie aussi, ça va être sujet à étude pour voir comment les différentes variétés du français s'influencent entre elles et comment les connaissances sur les mots sont partagées, sur les mots d'usage régionaux comme celui-là, ou sur des mots techniques aussi. Pour des métiers différents, en fait, ils n'utilisent probablement pas le même vocabulaire selon les régions du monde, mais des métiers pourraient avoir des réunions ensemble qui favorisent des connivences techniques en ayant un vocabulaire technique commun, en le partageant autour de cet objet-là. Vous avez fait allusion tout à l'heure au français commun. C'est intéressant parce que Mme Swap avait fait cette remarque-là plus tôt en parlant d'un terme dont je ne me rappelle pas du terme, mais elle disait j'étais convaincu que c'était d'un usage chez nous, puis j'ai découvert que c'était en usage dans les autres pays voisins d'Afrique. C'était un terme finalement commun, qui n'était pas seulement un camerounisme, si je peux me permettre le néologisme. J'ai une question que j'ai envie d'ouvrir à tout le monde. Qui est en fait celle des anglicismes, qui est une question qui observe les francophones. Est-ce que un dictionnaire comme celui-là va accélérer l'acceptation des anglicismes ou accélérer la proposition d'alternatives aux anglicismes? Je pose la question ouverte. Je me doute que M. Cerchilini a des idées là-dessus, mais j'aimerais vous entendre. Merci, M. Nadeau. C'est une très, très bonne remarque. Eh bien, justement, il y a des fantasmes sur les anglicismes, des réalités aussi. Mais il faut y voir clair. Et Noé Gasparini l'a dit, la chance de ce DDF, c'est qu'il a un immense corpus qui permet de voir les choses en grandeur réelle. Eh bien, nous allons demander à tout le monde de rentrer des mots. Il y aura des anglicismes. On pourra les compter, voir quand ils apparaissent, dans quelles conditions, et aussi quand ils disparaissent. Car, bien sûr, on est agressé quand un mot anglais opaque apparaît, mais on ne s'en rend pas compte quand il disparaît. Il faudra aussi vérifier la durée de vie d'un anglicisme, son réel emploi, en fonction des pays, des générations. Et nous aurons vraiment une cartographie de l'anglicisation de la langue française. Je ne pense pas qu'elle ait atteint le danger, le péril que l'on décrit. Mais peut-être que je me trompe. En tous les cas, nous aurons enfin des données scientifiques, évolutives, typologiques sur l'anglicisation, dit-on, de la langue. Grâce à ce fait, et ce n'est pas hasard si je parle d'1 million de mots, la linguistique a fait des gros progrès grâce aux immenses corpus. Nous avons un immense corpus. C'est ça. 1 million de mots. Comment y arriverons-nous? Simplement en laissant les francophones contribuer? Je vais peut-être préciser sur le fait que le dictionnaire des francophones intègre déjà plusieurs ressources existantes, et les entrées qu'on a aujourd'hui viennent de ressources existantes, et on a l'intention de continuer à en intégrer. Et en fait, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits partout en francophonie, et de nombreux dictionnaires qui chacun peuvent contenir de 2000 à 4000 mots propres à une région. Donc, ne serait-ce que couvrir ces ouvrages spécifiques devrait amener à beaucoup de nouveaux termes, mais qui sont d'usage commun dans ces régions-là, hein. Ensuite, il y a les mots nouveaux, bien sûr, on l'a abordé, et puis les mots de métier, parce que les dictionnaires communs imprimés, souvent, ne les contiennent pas, ou alors ils contiennent quelques termes d'économie, quelques termes de commerce, d'informatique, mais en fait, chaque métier a son vocabulaire, a son propre jargon, et donc avec ces jargons techniques, on atteindra vite un nombre bien plus élevé de termes. Et ensuite, le vocabulaire et l'innovation naît quotidiennement, et donc on aura aussi tous ces nouveaux termes naissants qui vont apparaître au fil de l'eau. Oui, parce qu'historiquement, c'était
un choix des premiers lexicographes, sauf peut-être Furtière, d'exclure les termes techniques. Et en fait, ils sont les bienvenus dans le DDF, là. Bien au contraire. Très bien. Est-ce qu'on a, Claudia, des questions encore du public? Non? On va peut-être passer une dernière. Est-ce qu'on a le temps de faire une dernière question rapide? Il nous reste 2 minutes. Je pense qu'on s'aventure. Écoutez, c'est malheureusement le temps qui nous reste. On pourrait parler très longuement du DDF et j'espère qu'on en parlera encore à nouveau et qu'on continuera d'en parler. On vous invite donc, tous les participants ici, moi-même, l'OIF, l'AUF, le 2IF, le DGNF-LF, ça fait beaucoup de F. Tout le monde vous invite à aller sur le DDF pour aller y voir, pour aller y mettre votre patte et pour interroger l'interface, pour la défier, pour poser des questions. Et donc, longue vie au DDF. Je m'appelle Jean-Benoît Nadeau et je vous remercie de l'attention que vous nous avez portée et je vous souhaite une belle continuation. Merci. Merci.